Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au programme cette semaine, le commerce entre pays voisins continue de souffrir de la fermeture des frontières due au coronavirus. Reportage à suivre à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Il milite pour une restitution directe du patrimoine africain et a porté plainte contre l'État français pour vol et recel. L'activiste panafricain Mwazulu Diabanza a multiplié les actions choc dans les musées européens. Il est notre invité. Le retour des éléphants au Sénégal. Un pachyderme a été observé en liberté pour la première fois depuis des années dans le parc national de Niokolo-Koba. L'impact de la crise sanitaire pèse de plus en plus sur les économies des pays du continent, notamment sur le commerce transfrontalier. La Tunisie, par exemple, est fortement dépendante de son voisin algérien sur le plan commercial, mais aussi touristique. La frontière entre les deux pays est fermée depuis le 19 mars, une situation qui provoque le désarroi des habitants sur place. Reportage de nos correspondants Lilia Blaise et Hamdi Tili. À Grala Asnen, dans le nord-ouest de la Tunisie, la frontière avec l'Algérie n'est qu'à quelques kilomètres du centre-ville. Et la majorité des habitants de cette ville frontalière vivent grâce à la revente de produits qu'ils achètent moins cher en Algérie et revendent illégalement en Tunisie, comme dans ce souk hebdomadaire. Ça, c'est la collection de l'hiver dernier. Je viens de les sortir. Tout ça provient de mon stock, ce n'est pas nouveau. Pour tout ce qui est nouveaux produits, quelle que soit la saison, nous sommes aujourd'hui bloqués et fatigués de cette situation avec le corona. Nous attendons que la frontière rouvre. Chaque famille est affectée par la fermeture des postes frontaliers depuis la crise sanitaire. Tout ça provient d'Algérie. Et j'ai 4 frères qui travaillent à la frontière, mais là, tout est fermé. Ils ramènent de l'essence d'Algérie d'habitude pour la revendre, mais il n'y a plus de circulation, donc ils ne peuvent plus travailler. Plus au nord, la ville de Tabarka, nichée entre la mer et la montagne. Près d'1 million de touristes algériens y ont transité en 2019. Les hôtels vivent toute l'année de ce marché. L'année dernière ou les années qui ont précédé, donc il y avait de la clientèle qui venait même après l'été, puisqu'il y a le week-end prolongé, donc ils viennent en Tunisie, donc soit pour des courts séjours, des longs séjours. Donc le tourisme national, il a perdu une grande partie de sa clientèle. Le commerce entre les deux pays est ralenti. À Tunis, cette usine de chaussures tuniso-algérienne a dû réduire sa main-d'œuvre, faute de pouvoir exporter une partie de sa marchandise. Normalement, il y a une personne qui travaille ici et on était obligé de réduire le nombre. On a dû garder la marchandise ici, on ne l'a pas exportée, ce qui a influé un peu sur notre chiffre d'affaires. La Tunisie craint les répercussions de cette fermeture prolongée des frontières, elle qui a déjà perdu une partie de son commerce avec un autre voisin, la Libye, depuis le conflit qui a éclaté en 2011. Depuis juin dernier, Mwazulu Diabanza s'est rendu au musée du Quai Branly à Paris, à l'Africa Museum aux Pays-Bas ou encore au musée des arts africains, océaniens et amérindiens de Marseille, accompagné de membres de son mouvement panafricain nommé Unité, Dignité et Courage. Il a tenté d'emporter des objets d'art africains. Ces vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. Bonjour Mwazulu Diabanza. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Alors, vous comparaissiez mercredi 30 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris pour tentative de vol en réunion d'un objet mobile classé, car vous vous êtes rendu au musée du Quai Branly en juin dernier et vous avez tenté d'emporter un poteau funéraire Barry provenant du Tchad après l'avoir déboulonné de son socle. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche? Est-ce que c'est de la provocation, des coups d'éclat? Salutations fraternelles et patriotiques à tous nos compatriotes. Salutations également à tous ces téléspectateurs et téléspectatrices de votre chaîne qui nous suivent en ce moment. Cette action pour nous s'inscrit dans le cadre d'une action d'une diplomatie active. La diplomatie active qui diffère notamment de la diplomatie dormante qu'on a pu voir jusque-là dans les tribunes de l'Organisation des Nations Unies, dans les officines, notamment des institutions internationales, mais aussi dans des pays africains qui jusque-là n'ont pas, ou je dirais de manière personnelle, n'a pas permis notamment au peuple africain d'avoir accès à son héritage culturel, de récupérer son patrimoine. C'est ainsi que nous avions décidé de mener cette action qui d'ailleurs est pacifique et non violente pour justement saisir l'opinion, l'intention de l'opinion internationale mondiale, mais aussi le peuple de l'Occident et le peuple de l'Afrique. Le peuple de l'Occident parce que l'opportunité leur est accordée pour qu'ils puissent aujourd'hui, en ce jour, de purger
leur mémoire sur tous ces siècles d'ignominie et de mensonges. Le peuple de l'Afrique, parce que le moment est venu pour eux d'honorer leurs ancêtres qui, jadis, se sont battus et dans ces sens-là, leur ont permis aujourd'hui de connaître l'histoire qu'est la leur et d'avoir cette opportunité qu'on a de défendre nos convictions, de défendre, si vous voulez, notre patrimoine dans les tribunaux de la République, là où on a décidé de nous traîner parce que l'État français et le musée ont choisi la répression au lieu de la discussion. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous avions abordé ces procès. Quelle va être la suite de cette procédure ? Justement, le 14 octobre prochain, à 9h, les verdicts sera rendu. Et justement, il faut souligner quelque chose. Nous partions de 150 000 € d'amende et 10 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, nous en sommes, selon les réquisitoires du ministère public, notamment à 1 000 € d'amende. Donc on voit aisément que la cause a été entendue et que tout le monde a compris qu'il ne s'agissait pas d'un vol, mais d'un acte politique. Vous avez d'ailleurs, vous aussi, déposé plainte contre l'État français le 30 juin dernier pour vol et recel. Où en est cette procédure-là ? C'est ça que j'appelle le bon sens. Mais jusque-là, vous n'êtes sans ignorer d'une léthargie et d'une lourdeur administrative, notamment de la bureaucratie et de l'administration française de manière générale. Donc nos avocats continuent justement de s'en tenir de la situation et s'enquérir de toutes les informations pour savoir où est-ce qu'on en est, parce que nous avons également, comme vous venez de le dire, porté plainte. Porté plainte parce que nous considérons que les prévaricateurs, les voleurs et les receleurs se trouvent de l'autre côté du gouvernement et du musée qui nous ont traînés devant les tribunaux. Alors, rappelons qu'environ 90 000 objets d'art provenant d'Afrique subsaharienne seraient exposés ou entreposés dans les musées nationaux français. Seules 27 restitutions ont été annoncées pour le moment et un unique objet a été effectivement rendu, le sabre d'Omar Saïdou Tall qui a été rendu au Sénégal. Emmanuel Macron s'était engagé en novembre 2017 à restituer ses œuvres d'art d'ici 5 ans. Il lui reste environ 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette promesse ? Entre les déclarations politiques, surtout venant des dirigeants français, et les faits, il y a un écart. Nous savons que c'était un message censé calmer les revendications et les aspirations profondes du peuple africain et surtout de sa jeunesse. Nous ne pensons pas que le gouvernement français ira dans ce sens parce que nous parlons de 116 000 à peu près œuvres et eux nous parlent de 26, vous imaginez. L'État français a dit qu'il s'agissait de 90 000 œuvres d'après une étude qui avait été menée sérieusement par Felwine Sarr. Par rapport à ces rapports-là. Mais au-delà de ça, il n'y a pas seulement le musée, il y a des maisons privées, il y a notamment des personnalités privées aussi, hommes politiques comme femmes politiques, qui notamment sont en possession de notre patrimoine culturel. Donc pour nous, c'est une insulte entre ces nombres de pièces et le 26 pièces de restitution. Et d'ailleurs, je souligne que ces pièces-là sont titre de propriété. Donc c'est comme si la France faisait un prêt aux propriétaires, ce qui est aberrant. Et du côté des gouvernements africains, on a l'impression qu'à part le Bénin, la question de la restitution ne mobilise pas beaucoup. Qu'est-ce que vous leur dites ? La plupart des gouvernements africains ont des mains tremblantes quand il s'agit de signer des accords pour nos intérêts et des voix molles pour défendre notre dignité. Donc nous sommes allés dans ce sens pour justement pousser ces dirigeants-là à agir. Raison pourquoi je parlais de la diplomatie active, différent de leur diplomatie dormante. Donc nous avons fait cet acte-là justement pour que les démarches autrefois entreprises par Mobutu sur la tribune des Nations Unies pour solliciter une résolution, les demandes de Patrice Talon des gouvernements successifs fédéraux du Nigeria, puissent avoir écho au niveau de la population, de la grande masse, mais aussi de l'opinion publique internationale et mondiale. Merci Mwazoulou Diabanza d'avoir répondu à nos questions. C'est une rencontre qu'il n'est pas prêt d'oublier. Liang Diediu, garde au parc national de Niokolo-Koba, a aperçu il y a quelques mois un éléphant. Les pachydermes avaient totalement disparu du Sénégal depuis au moins 10 ans, victime du braconnage. Une brigade se consacre désormais à la protection et à l'observation des espèces sauvages dans le parc. Reportage de Marc de Chalvron et Marianne Getty. Le lieutenant Diediu ne se lasse pas de raconter ce qui lui est arrivé le 19 janvier dernier. Donc, je suis descendu avec mon âme. Le gardien du parc du Niokolo-Koba a vu un éléphant photo à l'appui. Un animal que plus personne n'avait vu au Sénégal depuis au moins 10 ans. J'ai jamais vu un animal comme ça, jamais. C'était trop énorme. Et je dis, mais c'est ça l'éléphant. Ça fait plaisir, je te jure. Beaucoup pensaient qu'il avait tout simplement disparu du pays.
Comment l'éléphant a-t-il pu quasiment disparaître du Nyokolokoba ?